Chapitre 5, loi usuelle discrète. Alors, ça va être un chapitre assez long, avec pas mal de choses, beaucoup de nouveautés, mais il n'empêche quelques éléments qu'on connaît déjà. Alors, les objectifs de ce chapitre, qu'est-ce qu'il faudra savoir faire? Eh bien, déjà, premièrement, il faudra connaître les différentes lois usuelles discrètes, en tout cas les lois qu'on va voir aujourd'hui. Il y en a bien d'autres qui existent, mais je vous demanderai bien évidemment pas de les connaître vu que je ne vais pas vous en parler. Alors une fois qu'on les connaît, eh bien il faudra, étant donné une situation, savoir déterminer la loi usuelle discrète qui la modélise, puisque dans les exercices qui vont nous intéresser, on aura toujours une situation concrète, et ce sera à vous de déterminer la loi qui permet de la modéliser. Ensuite, eh bien, connaissant la loi usuelle discrète, savoir calculer les probabilités, l'espérance et l'écart type. C'est l'objectif de nos exercices. On aura une situation, on modélisera et ensuite on fera ça pour pouvoir calculer des probas ou l'espérance ou l'écart type. Alors commençons avec la variable aléatoire certaine et la loi de Dirac. Alors, c'est une variable aléatoire et une loi qu'on ne va à peu près jamais utiliser. Je vous en parle ici simplement pour vous le signaler pour votre culture générale. Alors, la variable aléatoire certaine, c'est une variable aléatoire qui est constante, c'est-à-dire qui prend la même valeur, quel que soit le résultat de l'épreuve. Donc, peu importe votre résultat de votre expérience, eh bien, votre variable aléatoire, elle vaudra toujours la valeur A. Vous voyez qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc P de x égale A, forcément c'est 1 puisque c'est la seule valeur prise par grand X. Alors on dit que la masse totale de la probabilité est concentrée en A. Alors cette notion de masse, nous on ne va pas en parler beaucoup plus ici, mais la notion de masse, elle est intrinsèquement liée à la notion de probabilité, mais attention, c'est la masse au sens mathématique du terme. Mais on n'en fera pas plus ici. Et donc on parle de loi de Dirac associée à cette variable aléatoire certaine. Alors le terme Dirac, il intervient plusieurs fois, alors en mathématiques, mais en mathématiques qui sert comme outil à des physiciens, à des ingénieurs. C'est une notion qu'on voit notamment en ingénierie, en sciences de l'ingénieur. Alors, on parle pas forcément de loi de Dirac, mais on parle de Dirac, des fois tout simplement, j'ai un Dirac, ou on parle aussi de distribution de Dirac. C'est exactement ça, c'est j'ai une valeur qui est prise en compte. Alors, propriété pour cette variable aléatoire certaine, l'espérance, c'est A, c'est la seule valeur qui est prise, et la variance, elle vaut 0 puisque je ne varie pas autour de cette espérance. Alors, si je note delta A, la probabilité de Dirac, et delta petit delta, c'est la notation classique pour un Dirac, eh bien ça, fonction de répartition, on peut notamment la tracer, et on voit qu'on a 0 jusqu'à A, 1 à partir de A, et ça, c'est ce qu'on va appeler un échelon. Donc la notion de Dirac, et puis là cet échelon, c'est des notions qu'on voit par exemple quand on fait du traitement du signal. L'échelon, c'est un signal particulier qui joue un rôle non négligeable, et puis tout ce qui est distribution de Dirac, peigne de Dirac, ce sont des notions qu'on voit en traitement du signal et qui permettent notamment de passer d'un signal analogique à un signal numérique ou inversement d'ailleurs. Bon, j'en dis pas plus sur cette variable aléatoire certaine et cette loi de Dirac. Passons maintenant à la loi uniforme sur un ensemble fini. Alors, c'est pareil, cette loi, on va quasiment pas l'utiliser, mais elle a déjà un rôle plus important puisque souvent, quand on dit on prend un nombre au hasard, eh bien la façon de le modéliser, c'est d'utiliser une loi uniforme sur un ensemble fini si on veut par exemple un nombre entier au hasard. Alors on prend un ensemble grand K qui a n éléments dedans. Alors ça peut être par exemple 1, 2, 3 jusqu'à 5, mais ça peut être moins 10, 30 et 3000. Rien ne nous oblige à avoir des nombres, des éléments qui sont séparés de la même distance ou quoi que ce soit. Alors,
Une variable aléatoire grand X, on va dire qu'elle suit la loi uniforme sur grand K. Eh bien, tout simplement, si la probabilité que X prenne chacune de ces valeurs de l'ensemble K est égale, et donc est égale à 1 sur n. Alors, dans le cas particulier où les valeurs prises sont exactement 1, 2 jusqu'à n, dans ce cas-là, on peut montrer que l'espérance c'est n plus 1 sur 2 et la variance c'est n carré moins 1 sur 12. Alors c'est pas compliqué à démontrer ça. Si je prends l'espérance, eh bien qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir 1 fois 1 sur n, plus 2 fois 1 sur n, plus jusqu'à n fois 1 sur n. Et vous voyez qu'on a 1 sur n, somme de k égale 1 jusqu'à n des k. Mais cette somme-là, on la connaît. Donc j'ai 1 sur n fois n plus 1 sur 2. Les n se simplifient et j'ai le n plus 1 sur 2. Donc vous voyez, c'est absolument pas difficile. Pour la variance, c'est un tout petit peu plus compliqué, notamment parce qu'elle fait appel à une formule qu'on connaît parfois un peu moins. La variance, alors si j'utilise la formule de Koenig-Huygens, elle est beaucoup plus simple ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir du 1 sur n, somme de k égale 1 à n, mais attention, cette fois, des k carrés, moins du coup l'espérance de x au carré. Et vous voyez qu'il faut connaître la somme des k carrés. Alors, si on la connaît, on sait qu'on a n plus 1, 2n plus 1 sur 6, moins du coup, eh bien, n plus 1 sur 2 au carré, et à partir de là, il ne reste plus qu'à développer tout ça, et puis regrouper, refactoriser, et on voit assez facilement, on trouve assez facilement le n carré moins 1 sur 12. Bon, maintenant qu'on a vu ces deux lois, qui ont un intérêt assez limité, voyons des lois quand même plus intéressantes. Alors les deux prochaines, la loi de Bernoulli et la loi binomiale, vous les avez déjà vues lorsque vous étiez au lycée. Alors revoyons d'abord la loi de Bernoulli. Alors, je vous rappelle, on appelle épreuve de Bernoulli de paramètre P toute expérience aléatoire qui admet exactement deux issues, deux résultats possibles. La première issue, on l'appelle succès, on la note en général grand S pour succès, et puis sa probabilité c'est petit p. Et l'autre issue, c'est l'échec, qu'on note S bar, et de probabilité 1 moins p, puisque j'en ai que 2. Souvent, on représente ça par un petit arbre, alors là on n'a que deux issues et juste un coup, donc il est très facile à faire. Alors, on considère donc une épreuve de Bernoulli avec la probabilité du succès qui est P, comme on vient de le faire. Et à partir de là, on définit une variable aléatoire grand X. Alors, comment est-ce qu'on la définit? Eh bien, on dit qu'elle vaut 1 si j'ai un succès, et elle vaut 0 si le résultat c'était un échec. Donc, je peux donner la loi de probabilité de grand X. Probabilité du succès c'est P, donc à la valeur 1 de grand X, j'ai la probabilité P, et puis pour 0, j'ai 1 moins P. Et donc on dit que grand X suit la loi de Bernoulli de paramètre P, et cette loi de Bernoulli, on la note B de P. Donc on va noter X suit comme ça B de P, au lieu d'écrire toute la phrase qu'on a juste au-dessus. Alors l'espérance vaut P et la variance vaut P fois 1 moins P. À nouveau, c'est pas compliqué à démontrer. E de X, c'est quoi? Eh bien, rappelons-nous, on a 0 fois la proba, c'est-à-dire 1 moins P, plus une fois la proba de 1, c'est-à-dire P. Donc ça, c'est P. Et la variance de X, à nouveau, si j'utilise la formule de Koenig-Huygens, qu'est-ce que j'ai? J'ai 0 au carré fois 1 moins P, plus 1 au carré fois P, moins l'espérance au carré, c'est-à-dire moins P carré.
J'ai donc P moins P carré, c'est-à-dire 1 moins P fois P. Alors, cette loi de Bernoulli, elle est bien. En général, on a plutôt la loi binomiale. Alors, comment est-ce qu'on passe de la loi de Bernoulli à la loi binomiale? Ou plutôt, comment est-ce qu'on passe d'une épreuve de Bernoulli à quelque chose qui va suivre la loi binomiale? Eh bien, de cette façon. Donc, on prend un entier n non nul, cette fois, et puis on reprend un nombre p compris entre 0 et 1 qui va correspondre à une probabilité. Alors, on définit un schéma de Bernoulli de paramètres n et p, et simplement en considérant la répétition de n épreuves de Bernoulli de paramètres p. Attention, les répétitions doivent être identiques et indépendantes. D'accord? Donc, j'ai mon épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire j'ai une expérience avec 2 résultats possibles, succès et échec. Eh bien, je vais répéter ça n fois. Je les répète de façon identique et indépendante, j'insiste dessus, il faudra absolument que ce soit le cas. Alors bien évidemment, P, ça va être la probabilité du succès comme on l'a vu dans la partie juste avant. Alors, un schéma de Bernoulli, il peut s'illustrer par un arbre pondéré. D'accord? Je vais avoir le premier coup S et S bar, succès et échec, et puis après, je vais encore avoir S et S bar pour chacun des deux, et puis on va continuer autant qu'il y a de répétitions de notre épreuve de Bernoulli. Et puis, un résultat possible de mon schéma de Bernoulli, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une liste, un ensemble, si vous voulez, de n issus S ou S bar, de n, S ou S bar, si vous préférez, de façon plus simple. À chacune des répétitions, j'ai soit S, soit S bar, soit un succès, soit un échec. Et cette liste, en fait, ou ce résultat possible, eh bien, ça correspond à un chemin sur mon arbre. D'accord? Tout simplement, c'est un chemin. Si je reprends mon petit arbre de tout à l'heure, eh bien, je vais me balader. Par exemple, voilà, j'ai eu d'abord un succès, ensuite un échec, puis un succès, etc. C'est bien un chemin sur mon arbre. Bien. Alors, faisons un tout petit exemple pour commencer. Alors on vous dit ici, donc on prélève au hasard une pièce métallique dans un stock contenant 5% de pièces défectueuses. Donc on prélève une pièce, et vous voyez bien que, vu ce qu'on nous dit, on a 2 résultats possibles, soit la pièce elle est défectueuse, soit la pièce n'est pas défectueuse. On prélève 2 pièces successivement. Alors, je ne l'ai pas dit avant, mais je vais le redire ici, le succès, c'est à nous de définir ce qu'on veut comme succès. Le succès, c'est pas forcément quelque chose de positif. On va définir le succès en fonction de ce qu'on a envie de calculer, de ce qui nous intéresse. Donc ici, par exemple, je peux définir le succès comme étant la pièce est défectueuse. Et donc l'échec, ce sera la pièce n'est pas défectueuse. Alors ici, si je veux, je peux faire un petit arbre. Donc j'ai S ou S bar, en sachant que probabilité de S c'est 0,05 et probabilité de S bar c'est 0,95. Et puis on a dit, on prélève 2 pièces successivement, donc je vais avoir 2 répétitions ici. C'est un peu serré. Hop. 0,95, voilà. Donc, je suis dans le cas d'un schéma de Bernoulli, puisque j'ai bien une expérience à 2 résultats possibles, et je répète ça 2 fois. Alors là, on peut supposer que c'est identique et indépendant, puisque on va dire qu'on a un tellement gros stock de pièces que même si j'ai pas remis le premier dans mon stock, ça change rien, les probabilités seront les mêmes, on va pas voir qu'il y a eu une différence. Alors, je peux regarder quelle est la probabilité de n'obtenir aucune pièce défectueuse. Donc aucune pièce défectueuse, ça veut dire que la première n'était pas défectueuse et la deuxième n'était pas défectueuse non plus. Alors, on n'a pas vu encore comment est-ce qu'on calcule les probabilités dans ce cas-là, mais il n'empêche que
c'est un arbre, vous savez faire, vous avez appris au lycée, même si on ne l'a pas justifié, que la probabilité sur un chemin, c'est le produit des probabilités hein, sur les petits segments qui le composent. Donc ici, on a 0,95 fois 0,95 qui nous donne donc 0,9025. Si je veux la probabilité d'obtenir au moins une pièce défectueuse, eh bien avoir au moins une pièce défectueuse, c'est le contraire de n'en avoir aucune. Donc ici, je m'embête pas, je vais dire c'est 1 moins P de S bar. S bar. Et donc, je trouve 0,0975. Si je veux la probabilité d'obtenir exactement une pièce défectueuse, alors attention, on voit bien sur notre arbre qu'on a deux façons d'avoir une pièce défectueuse. Soit j'ai eu la première qui n'était pas défectueuse et la deuxième qui l'était, soit j'ai eu la première qui était défectueuse et la deuxième qui ne l'était pas. Donc il faut que je prenne en compte ces deux probabilités-là. Alors je peux faire le calcul, hein, donc j'ai 0,05 fois 0,95, plutôt 0,95 fois 0,05 plus 0,05 fois 0,95. Dans tous les cas, on trouve ici 0,095. Et puis la probabilité d'obtenir deux pièces défectueuses, eh bien c'est P de S. Et on fait 0,05 fois 0,05, on trouve 0,0025. Alors là, on l'a vu sur un tout petit exemple, on n'avait que 2 répétitions, mais vous voyez que, alors autant quand je prends que des succès ou que des échecs, bah, de toute façon, j'ai qu'une façon, hein, j'ai que des succès ou que des échecs, et puis je fais le produit hein, des probabilités. Autant là, quand je voulais un de chaque, eh bien, un de chaque, j'avais plusieurs façons, plusieurs chemins sur mon arbre pour avoir un succès et un échec. Donc ça, il faudra y penser quand on fera des calculs dans un cadre général avec n général. Alors, propriété, qui était vue comme une définition il n'y a pas si longtemps que ça, lorsque vous étiez au lycée. Donc je prends un entier naturel n, je prends k, un entier alors plus petit que n. Le coefficient binomial k parmi n, eh bien c'est exactement le nombre de chemins qui réalise exactement k succès dans l'arbre à n niveaux associé à un schéma de Bernoulli. Nous, cette année, on a redéfini le coefficient binomial à partir des combinaisons. C'est le nombre de combinaisons de k éléments parmi n lorsque l'ordre n'est pas important et que je ne veux pas de répétition. Bon, et bien là, c'est le même principe. Pourquoi est-ce que le coefficient binomial, ça correspond au nombre de chemins qui réalisent exactement k succès dans l'arbre? Eh bien, c'est exactement parce que ce sont les combinaisons. Hein, ce sont les k parmi n. Je cherche k éléments parmi n. Bien. Alors maintenant, eh bien, on va pouvoir définir la loi binomiale. Donc je prends toujours mon entier n non nul, un nombre p compris entre 0 et 1. Je considère un schéma de Bernoulli de paramètres n et p, et je définis grand X, ça va être la variable aléatoire qui compte le nombre de succès au cours des n épreuves. D'accord? Donc j'ai mon épreuve de Bernoulli, je la répète n fois, je vais avoir un certain nombre de succès et un certain nombre d'échecs, et bien ce nombre de succès, c'est ce que je vais définir comme étant la variable aléatoire grand X. Donc forcément, grand X va prendre comme valeur, eh bien je vais aller de 0, dans le cas où j'ai eu 0 succès, jusqu'à n, dans le cas où je n'aurais eu que des succès. Alors la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X, c'est ce qu'on appelle la loi binomiale de paramètres n et p, et on la note bien BNP, tout simplement, hein, loi binomiale, et puis je mets mes deux paramètres. Alors, une remarque, on l'a un petit peu vu sur l'exemple précédent, on aura toujours p de x égale 0 qui vaut 1 moins p puissance n. Bah oui, p de x égale 0, c'est la probabilité d'avoir 0 succès. Si j'ai 0 succès, c'est que j'ai eu que des échecs. Donc j'ai une seule façon hein, d'avoir que des échecs, c'est échec, 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 échec.
Et quelle est la probabilité? La probabilité d'un échec, puissance n, hein. J'ai la probabilité de l'échec pour le premier, fois la probabilité de l'échec pour le deuxième, etc. Ça fait bien 1 moins p puissance n. Et de la même façon, p de x égale à n, c'est-à-dire je n'ai que des succès, eh bien j'ai p puissance n. Alors, faisons un petit exemple. Donc je lance un dé cubique, je le suppose équilibré, et puis je m'intéresse à la réalisation de l'issue S, qui est ici obtenir un 6. Donc mon succès, c'est obtenir un 6. Alors, c'est une épreuve de Bernoulli, de paramètres, et bien P qui vaut un sixième, hein, puisque quand je lance un dé, j'ai bien une chance sur 6 d'avoir un 6, en tout cas si mon dé est bien équilibré. Je répète 3 fois de façon indépendante, donc identique, cette épreuve de Bernoulli, et donc je définis un schéma de Bernoulli de paramètres n égale 3, puisque je fais 3 répétitions, et P qui est 1 sur 6, puisque c'est la probabilité de mon succès. Et donc la variable aléatoire grand X, qui compte les succès lors de ces 3 épreuves, peut prendre les valeurs, eh bien 0, j'ai pas de chance, j'ai pas eu un seul succès, 1, 2 ou 3, puisque je fais 3 lancers, donc au pire, j'ai eu 3 fois mon succès. Si là, j'ai eu pas mal de chance. Alors, on pourrait, sans trop de problème, faire un arbre, trouver les probabilités associées, donner la loi de probabilité, puis après, donner l'espérance, la variance, la fonction de répartition, tout ce qu'on veut. Bon. Alors, dans le cas général, si je prends grand X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale, BNP, comment est-ce que je vais calculer la probabilité? On voit quoi est égale la probabilité de X est égale à K. Alors, X est égal à K, ça veut dire que j'ai eu K succès dans mon schéma de Bernoulli. Alors, on se rappelle de l'exemple de tout à l'heure, on a dit, ah bah oui, mais il y avait plusieurs façons d'avoir un succès et un échec. Ben ici, c'est pareil. Je vais avoir plusieurs façons d'avoir K succès. Combien est-ce que j'ai de façons d'avoir K succès? Ben, si on se rappelle de ce qu'on a dit là sur notre coefficient binomial, le coefficient binomial K parmi n, c'est le nombre de chemins qui permettent d'avoir K succès. Exactement K succès. Et puis une fois que j'ai ça, eh bien, il me reste à trouver les probas. Donc, je sais combien j'ai de chemins sur mon arbre qui me donne K succès. J'ai K succès, donc en probabilité, j'ai la probabilité du succès puissance K, c'est-à-dire P puissance K. Et j'oublie pas, si j'ai K succès, c'est que j'ai N-K échec. Donc j'ai 1 moins P, la probabilité d'échec, puissance N-K. D'où la formule qu'on a ici. Alors, propriété, l'espérance c'est N fois P et la variance c'est N fois P fois 1 moins P. Vous voyez ici qu'on retrouve N fois l'espérance de la loi binomiale et de la variance de la loi binomiale. On ne peut pas encore démontrer avec ce qu'on a pour ces deux formules-là. Par contre, on verra dans le chapitre 9, eh bien, comment est-ce qu'on peut justifier le fait que l'espérance et la variance, ce soit n fois les espérances et la variance de la loi de Bernoulli. Bien, pour terminer sur cette loi binomiale, je vous ai tracé ici, alors j'ai utilisé un tableur, je vous ai tracé ici, eh bien, là, les probabilités associées à la loi binomiale. Alors, vous voyez ici, je prends 10 répétitions, et puis j'ai pris des valeurs différentes pour la probabilité du succès. Donc, dans le premier cas, eh bien, j'ai une probabilité du succès de 0,2, donc ça veut dire que j'ai assez peu de chances d'avoir un succès, et donc vous voyez qu'on a quand même des valeurs assez basses. Alors on ne voit pas ici, mais on n'est pas à 0 à 10, j'ai quand même quelques chances d'avoir 10 succès. Mais il n'empêche que comme une fois, j'ai déjà pas beaucoup de chances d'avoir un succès, alors en avoir 10, c'est très compliqué. Ce qui a plus de chances d'arriver, c'est d'en avoir 2 ou 3. Vous voyez, on est autour de 1, 2, 3. C'est là où on a le plus de chances d'en avoir. Et ça paraît logique.
Quand je prends une proba du succès de 0,5, donc à chaque fois que je vais répéter mon expérience, j'ai une chance sur 2 d'avoir un succès. Eh bien, vous voyez que on a quelque chose d'assez symétrique là autour du 5, et voilà, essentiellement, je vais avoir, enfin, ce que j'ai le plus de chances d'avoir, c'est d'avoir 5 succès et donc 5 échecs. Et si au contraire, je prends ma proba du succès qui est grande, par exemple 0,8, bien vous voyez que je vais avoir a priori beaucoup de succès, ce qui est logique. Mais à nouveau, c'est pas parce que là en 0 et en 1 on voit rien que j'ai aucune chance d'avoir 0 succès. Hein, si vraiment je suis pas du tout chanceuse, bah, j'en aurai 0. Alors je l'ai fait là pour 10 répétitions, je vous l'ai fait pour 7, on peut le faire pour ce qu'on veut, on va retrouver le même genre de courbe, si enfin, de forme générale, on va dire plutôt, qu'on a ici. Bien, et ben voyons quelques lois un petit peu nouvelles. Alors on va commencer par la loi géométrique et la loi de Pascal. Alors, on va voir que ces deux lois, en fait, elles sont reliées puisque la loi géométrique est un cas particulier de loi de Pascal, ou la loi de Pascal qui est une généralisation de la loi géométrique. C'est un peu la même idée. Alors, on effectue encore une fois des épreuves de Bernoulli indépendantes, successives, qu'on va répéter. Donc un peu comme on l'a fait pour la loi binomiale. Sauf que cette fois, je ne me fixe pas le nombre de répétitions à l'avance. Dans la loi binomiale, on disait on fait 10 répétitions, puis on compte le nombre de succès. Là, je ne me fixe pas de nombre de répétitions, je vais répéter mon expérience, et quand est-ce que je m'arrête? Eh bien, je m'arrête dès que j'ai le premier succès. Donc, je ne veux qu'un succès en tout, et je le veux en dernier. Alors, on va s'intéresser au nombre d'essais nécessaires pour avoir ce premier succès. D'ailleurs, ce nombre d'essais, il est aléatoire et il peut prendre n'importe quelle valeur entière supérieure, puisque pour avoir le premier succès, il faut au moins que je fasse un essai, donc je ne peux pas avoir de valeur plus petite que 1. Hein. Si je définis grand X, la variable aléatoire qui correspond à mon nombre d'essais nécessaires pour avoir mon premier succès, grand X peut pas prendre une valeur plus petite que 1. Hein. Au mieux, c'est 1, j'ai eu mon succès du premier coup. Mais si j'ai vraiment pas de chance, j'aurai jamais de succès. Et donc, ça veut dire que ma valeur grand X, elle va tendre vers l'infini, elle sera jamais finie. D'accord? Donc, mon grand X va prendre toutes les valeurs entières, attention, entières, strictement positives. Par contre, rappelez-vous, là on est bien sur un cas où on a un nombre dénombrable de valeurs, et donc on reste bien dans un cas discret, même si j'ai une infinité de valeurs possibles. Alors, on dit que grand X, donc je peux dire un grand X, c'est le nombre de succès, le nombre d'essais, nécessaires pour avoir le premier succès. Donc grand X suit la loi géométrique de paramètre P si elle est égale au nombre d'épreuves de Bernoulli indépendantes qu'il faut pour avoir le premier succès, et on note géométrique G, donc G de P. Alors, propriété, comment est-ce que je vais calculer mes probabilités? Alors là, c'est très simple, bien plus que ce qu'on a vu dans le cas de la loi binomiale, puisque comment est-ce que je peux avoir mon premier succès au bout du kème essai? Déjà, j'ai qu'une seule façon. J'ai eu d'abord K-1 échec, et le dernier coup, j'ai eu un succès. Donc, au niveau de la probabilité de x égale k, donc probabilité que le premier succès soit au kème essai, eh bien, j'ai la probabilité du succès, c'est-à-dire P, puissance 1, puisque j'en ai qu'un, et probabilité de l'échec, 1 moins P, puissance K-1, puisque j'avais d'abord K-1 échec. Je peux également donner l'espérance et la variance. Alors, les démonstrations se font, hein, c'est pas très compliqué, simplement, pour obtenir, par exemple, l'espérance, j'ai besoin de la somme des k facteurs
de 1 moins P puissance K moins 1. Alors K allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Alors, c'est pas forcément très compliqué, ça fait partie des exercices que j'ai donnés en tant qu'outil. Comment est-ce qu'on fait? On part de 1 sur 1 moins x, ça on peut l'écrire en termes d'une somme, hein. Et une fois qu'on a ça, eh bien en dérivant les deux écritures de 1 sur 1 moins x, donc en dérivant 1 sur 1 moins x et en dérivant son écriture en termes de somme, eh bien on va trouver assez facilement que, allez, je peux vous le dire, donc que la somme des k fois x puissance k-1, alors k allant de 1 à l'infini, c'est égal à 1 sur 1 moins x au carré. Alors attention, cette formule-là, elle est valable uniquement si x en valeur absolue est strictement plus petit que 1. Et donc en utilisant cette formule, eh bien, on va pouvoir trouver la formule de e de x qu'on a ici. Pour la variance, c'est le même principe, sauf que, eh bien, il faudra dériver une fois de plus notre 1 sur 1 moins x pour obtenir la somme des k fois k-1 fois x puissance k-2. C'est guère plus compliqué que ce qu'on a là. Et donc avec ça, eh bien, on peut démontrer les formules qu'on a là. Alors je vous ai à nouveau tracé quelques probabilités pour la loi géométrique. Alors à nouveau, j'ai pris 3 valeurs pour la probabilité du succès. Vous voyez que ici, on a la probabilité du succès qui est 0,2, donc assez petite. Donc, si la probabilité du succès est assez petite, alors on voit que la probabilité que grand X soit égal à 1, c'est-à-dire que j'ai mon succès du premier coup, c'est exactement ce 0,2, c'est la probabilité du succès. Et puis, on part de 0,2 et on descend assez lentement et on va aller très certainement assez loin puisque, oui, la probabilité d'avoir un succès est petite, donc il va falloir, a priori, pas mal de répétitions avant d'avoir le premier succès. Si, au contraire, je prends ma proba du succès qui est 0,8, donc je pars, hop, probabilité d'avoir mon premier succès dès le premier coup, 0,8, et puis je vais diminuer assez rapidement et vous voyez que très vite, la proba elle est très petite. Et c'est normal, j'ai beaucoup de chance d'avoir un succès à chaque fois, donc a priori je vais l'avoir assez vite. Mais il n'empêche que si j'ai vraiment pas de chance, même dans ce cas-là, eh bien je vais peut-être jamais avoir de succès. Et puis si je prends mon succès qui est une proba de 0,5, donc à nouveau j'ai 0,5 en premier, et puis je rediminue, alors je suis entre les deux, je diminue plus rapidement que pour le 0,2, mais quand même beaucoup moins vite que dans le cas du 0,8. Alors ça c'était la loi géométrique. On a également la loi de Pascal. Alors loi de Pascal elle a deux paramètres, elle a comme paramètres P et R. Elle marche pareil que la loi géométrique, sauf que là, au lieu de s'arrêter au premier succès, je m'arrêtais au Rème. J'ai pas envie de m'arrêter dès le premier succès, je vais m'arrêter dès le 10e. Bon, ce sera une loi de Pascal de paramètres 10, P, 10 et P. Donc, loi de Pascal, je répète mes épreuves de Bernoulli de façon identique et indépendante, jusqu'à ce que j'ai le Rème succès. Donc on la note PA, RP, alors attention, n'oubliez pas le A, c'est bien PA, on va voir tout à l'heure que si je mets juste le P, c'est pas la loi de Pascal, c'est une autre loi. Alors au niveau des probabilités, comment est-ce que je calcule la probabilité d'avoir mon Rème succès au Kème essai? Eh bien, vous voyez qu'on retrouve un coefficient binomial, alors, oui, parce que je veux, certes, en tout dernier, avoir un succès, mais avant ce tour dernier écran, donc pour les K-1 première répétition, eh bien j'avais déjà R-1 succès. Puis le reste en échec. D'accord? Et, oui, j'ai plusieurs façons d'avoir R-1 succès parmi les K-1
premiers essais. Et c'est combien? C'est exactement le coefficient binomial R-1 parmi K-1, c'est-à-dire le nombre de chemins qui me donne R-1 succès quand je fais K-1 répétition. Et ensuite, en tout, j'ai R succès, donc P puissance R, et j'ai K-R échec, donc 1 moins P puissance K-R. Alors, au niveau de l'espérance et de la variance, c'est le même principe. Là, je vais rien expliquer, mais on voit qu'on a R fois les résultats de la loi géométrique. À nouveau, c'est le chapitre 9 qui va nous permettre de pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'on a ça. Alors, ces deux lois, loi géométrique et loi de Pascal, elles interviennent particulièrement dans le contrôle de qualité ou dans la surveillance d'événements pour lesquels une certaine fréquence de survenue est interprétée en termes de signal d'alarme. Alors je sais pas moi, on prend un ordinateur, il bug au démarrage, bon une fois c'est pas bien grave, par contre si ça fait déjà 10 fois qu'il bug au démarrage, il y a peut-être un souci avec mon ordinateur. Donc je vais surveiller à chaque démarrage s'il bug ou pas, je noterai mon succès c'est qu'il bug, et puis quand je vais arriver à 10 fois qu'il bug, hop, là c'est un signal d'alarme, c'est qu'il y a un problème. C'est l'idée de ces deux lois, loi de Pascal et loi géométrique. Alors faisons un petit exemple. Supposons que 5% des pièces en sortie d'une chaîne de production soient défectueuses. Et on veut connaître la probabilité pour qu'un échantillon de 20 pièces issues de cette chaîne ne contienne aucune pièce défectueuse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà définir notre épreuve de Bernoulli. Donc, chaque pièce, elle va avoir deux modalités, soit elle est défectueuse ou non défectueuse. Donc, à chaque fois que je prélève une pièce, je vais avoir deux issues possibles. Alors, je vais noter le succès comme étant la pièce est défectueuse, vu qu'on veut la question... ah non, c'est qu'on veut aucune pièce défectueuse, mais c'est pas grave, on va garder notre succès comme étant la pièce est défectueuse, et donc la probabilité associée, c'est 0,05. Et on va supposer que les épreuves de Bernoulli répétées sont identiques et indépendantes, parce que de toute façon, si on le fait pas, on sera incapable de faire quoi que ce soit, on n'a pas le choix. Et puis là, c'est pas idiot de dire qu'elles sont identiques et indépendantes, parce que on va supposer qu'on a beaucoup de pièces, un gros stock, et donc les 20 pièces qu'on prélève, c'est un tout petit échantillon par rapport à la taille de la population, et donc ça va pas se voir, ça changera rien, c'est comme si on les avait remises, ça marcherait pareil. Alors en fait, pour répondre à cette question, donc je rappelle, on veut la probabilité qu'un échantillon de 20 pièces ne contienne aucune pièce défectueuse, cette question, j'ai deux façons d'y répondre. Alors la première, je vais définir grand X, la variable aléatoire qui compte le nombre de pièces défectueuses après la réalisation de 20 épreuves de Bernoulli. D'accord? Donc je fais mon tirage de 20 pièces, j'ai prélevé mes 20 pièces, et je compte combien est-ce que j'en ai de défectueuses, donc je compte le nombre de succès. Alors, si je fais ça, mon grand X suit la loi binomiale, de paramètres 20 puisque je répète 20 fois, et 0,05 puisque mon succès a pour proba 0,05. Et pour répondre à la question, donc, je redis, on veut aucune pièce défectueuse, donc aucune pièce défectueuse, ça revient à dire que grand X vaut 0. Donc je cherche P de X égale 0, alors je me rappelle de la formule, j'ai le coefficient binomial, K parmi n, mais ici, alors c'est 0 parmi 20. De toute façon, je sais que j'ai qu'une seule façon d'avoir 0 succès. Probabilité du succès, puissance, ici puissance 0, puisque j'en veux pas. Et probabilité de l'échec, puissance 20 moins 0, donc puissance 20, puisque je veux en fait que des échecs. Donc ici, je vais avoir 0,95 puissance 20, alors ça me donne à peu près 0,3585. Alors ici, j'ai défini mon succès comme étant la pièce est défectueuse, j'aurais pu
sans aucun problème, définir mon succès comme étant la pièce n'est pas défectueuse. Dans ce cas-là, j'aurais eu comme loi, eh bien, la loi binomiale de paramètre 20 et 0,95. Et au lieu de chercher P de x égale 0, j'aurais cherché P de x est égal à 20. C'est aucun, il n'y a pas de problème ici, c'est exactement pareil. Bon, mais j'ai dit qu'il y avait deux façons de faire. Comment est-ce que j'aurais pu faire autrement? Eh bien, méthode 2, je vais prendre grand Y, la variable aléatoire qui compte le nombre de pièces observées jusqu'à obtenir une pièce défectueuse. Donc, je répète, je prends des pièces au hasard, jusqu'à ce que j'obtienne la première pièce défectueuse. Dans ce cas-là, Y suit quelle loi? Bien, c'est exactement la définition de la loi géométrique. Alors, mon succès, il a comme probabilité 0,05. Et là, maintenant, je ne me pose pas la même question. Je ne vais pas faire le même calcul pour répondre à notre question. Je veux que dans les 20 pièces, il n'y ait aucune pièce défectueuse. Donc, ça veut dire que quand je prélève mes pièces et que je continue tant que j'en ai pas de défectueuse, le premier succès, la première défectueuse, je l'obtiens à partir du 21e tirage que je fais. 21e prélèvement. Donc si j'ai Y qui est plus grand ou égal à 21, ça veut bien dire que dans les 20 premières pièces, j'en avais pas de défectueuse. Alors, je peux faire ce calcul, donc on se rappelle. Alors là, par contre, oui, attention, P de Y plus grand ou égal à 21. Alors, je peux, c'est au choix, soit faire cette somme-là, il faut connaître, pour se faire la somme de K égale 0 jusqu'à plus l'infini des Q puissance K, ou bien je fais 1 moins P de Y plus petit ou égal à 20. On va utiliser dans ce cas-là la somme de K égale 0 jusqu'à N des Q puissance K. C'est pareil, c'est à peu près la même chose. Allez, je vais prendre P de Y plus grand ou égal à 21 pour une fois. Donc j'ai la somme de K égale 21, attention, jusqu'à plus l'infini. On a dit la loi géométrique, j'ai des valeurs jusqu'à l'infini. Alors, quelle était la probabilité? Eh bien, j'ai un succès en dernier, donc j'ai le 0,05 fois 0,95, probabilité de l'échec. Et combien est-ce que j'en ai? Eh bien, j'en ai K-1, puisqu'en tout, j'ai K répétitions. Alors ici, le 0,05, je peux le sortir. Donc, somme de K égale 21 jusqu'à plus l'infini de 0,95 puissance K-1. Je vais faire un petit changement de variable. Vous voyez bien que quand K il vaut 21, eh bien mon K-1 est égal à 20. Allez, on va faire, je change, hop, K égale à 20. Du coup, j'enlève mon moins 1 ici. Ensuite, eh bien, je peux refaire encore un changement de variable en fait. Au lieu de dire j'ai K qui va de 20 jusqu'à plus l'infini et puis je mets mon K dans ma somme, je peux remplacer et dire que j'ai K qui va de 0 jusqu'à l'infini, mais faire la somme des 0,95 puissance 20 plus K. Vous voyez bien que dans tous les cas, je fais la même somme. J'ai le 0,95 puissance 20, plus le 0,95 puissance 21, plus 0,95 puissance 22, etc. Donc, ici, je peux mettre en facteur mon 0,95 puissance 20. Et donc, il me reste la somme de K égale 0 jusqu'à plus l'infini des 0,95 puissance K. Et donc là, j'ai la somme des Q puissance K de 0 à l'infini. On connaît cette formule-là, 0,05 fois 0,95 puissance 20 fois, alors, fois quoi? Eh bien 1 sur 1 moins 0,95, qui me donne 1 sur 0,05, j'ai les 0,05 qui simplifient, et il me reste le 0,95 puissance 20. Exactement la même formule qu'on avait tout à l'heure, et c'est normal.
Donc vous voyez, ici, on a répondu à la même question, mais en utilisant deux lois différentes. Simplement, dans les deux cas, eh bien, je n'ai pas fait le même calcul. Mais c'est pas un souci, ici, ça se fait sans aucun problème. Attention, là, ça marche compte tenu de la question qu'on nous pose. Si on nous avait demandé non pas la probabilité que dans les 20, il n'y ait aucune pièce défectueuse, mais qu'il y en ait 3, bon bah dans ce cas-là, il n'y avait pas le choix, c'était une loi binomiale. Si la question, ça avait été, je sais pas moi, le nombre de pièces qu'on doit tirer au sort pour avoir la première... non, disons, si on nous avait demandé en moyenne combien est-ce qu'il faut tirer au sort de pièces pour avoir la première défectueuse, dans ce cas-là, ça aurait été la loi Y, et puis on aurait pris l'espérance de Y. Si la question, ça avait été en moyenne, combien est-ce qu'on a de pièces défectueuses dans un échantillon de 20 pièces, ça aurait été l'espérance, mais pour la loi binomiale, l'espérance de X. D'accord? Donc vraiment, il faut adapter en fonction de la question qu'on nous pose. On n'a pas la même variable aléatoire à définir, et pour une variable aléatoire, on pense bien, on n'a pas la même loi. Allez, continuons. Encore une autre loi, la loi hypergéométrique. Alors, je considère une population de n individus. J'en ai m qui sont de type 1 et n-m qui sont de type 2. D'accord? Donc j'ai une population et deux sous-populations. Et on va effectuer n tirages, attention, sans remise dans cette population. Le sans remise est extrêmement important. Alors, on définit comme ça un schéma hypergéométrique de paramètres grand N, donc la taille de la population totale, grand M, la taille de la population de type 1, et petit n, la taille de notre échantillon. Alors, quand j'ai dit attention sans remise, c'est très important, ça veut dire que nos tirages successifs ici, ils sont dépendants, puisque la composition de la population après un tirage est différente de la composition de la population avant le tirage. D'accord? Donc là, je suis très clairement dans un cas totalement différent de la loi binomiale et de la loi géométrique. Notamment, on ne pourrait pas dire que nos répétitions sont identiques et indépendantes. Ça, c'est totalement faux. D'accord? Alors, je prends un entier grand N, et je prends donc deux entiers, M et N, plus petits que grand N. Hein, tant qu'à faire, on se rappelle de ce qu'on a dit. Ma population de type 1, elle ne peut pas être plus grande que la population totale, et mon échantillon, il ne peut pas être plus grand que ma taille totale de population. Donc on considère un schéma hypergéométrique avec ses paramètres, et on définit grand X, la variable aléatoire qui compte le nombre d'individus de type 1 dans l'échantillon. D'accord? Donc, j'ai ma population totale, j'ai des types 1 et j'ai des types 2, et je prends un échantillon de taille n, et la question c'est combien est-ce que j'ai d'éléments d'individus qui sont à la fois de type 1 et dans mon échantillon. Alors, la loi de probabilité de cette variable aléatoire grand X, c'est ce qu'on appelle la loi hypergéométrique de paramètres grand N, grand M et petit n. On la note H pour hypergéométrique, et je mets mes paramètres, alors attention à l'ordre, d'abord la taille de la population totale, puis la taille de l'échantillon, et enfin la taille de ma population de type 1. Alors une remarque, nous, on va toujours utiliser cette notation-là. Par contre, parfois, on peut trouver une autre notation dans des livres, dans des calculatrices, dans des logiciels. Parfois, au lieu de trouver en dernier paramètre le grand M, c'est-à-dire la taille de la population de type 1, on peut trouver petit p, qui est grand M sur grand N, c'est-à-dire la proportion d'individus de type 1 dans la population totale. Ça change pas grand-chose, hein. Vous voyez bien qu'on retrouve le grand M avec un tout petit calcul, d'accord? Mais ayez juste conscience que parfois, c'est pas la taille, c'est la proportion qui compte. De toute façon, on ne peut pas se tromper, hein. La taille, le grand M, c'est un nombre entier strictement positif. Le petit p, c'est une proportion, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Donc on ne peut pas se tromper entre les deux.
forcément, on sait dans quel cas on est. Alors, comment est-ce qu'on a la loi hypergéométrique? Quelles sont les probabilités? Il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, vous voyez, on a un certain nombre de conditions sur K et N-K. Alors en fait, c'est pas très compliqué. Retenez plutôt l'idée plus que pas les formules. Là, le K plus petit ou égal à M, pourquoi? Forcément, des individus de type 1 dans mon échantillon, je peux pas en avoir plus que des individus de type 1. Si dans ma population totale, j'ai 10 individus de type 1, je peux pas en avoir 11 dans mon échantillon, c'est pas possible. Et de la même façon, des individus de type 2 dans l'échantillon, je peux pas en avoir plus que des individus de type 2 dans la population totale. D'accord? Donc il faudra bien penser à ça quand on va faire les calculs, ne pas calculer quelque chose qui n'a aucun sens. Bon, de toute façon, on obtiendra un truc qui n'a pas de sens, mais voilà, faut y penser, c'est logique, hein. Voilà, j'ai un certain nombre d'individus de type 1, je peux pas en avoir plus dans l'échantillon qu'il y en a. Alors au niveau de la probabilité, probabilité que x soit égal à k, c'est-à-dire que j'ai k individus de type 1 dans mon échantillon. C'est pas très compliqué. Si je prends tous les échantillons possibles, tous les échantillons donc de n individus, ils ont tous la même probabilité d'être tirés au sort. Attention, hein, l'équiprobabilité, c'est pas un individu par un individu, c'est bien tous les choix de n individus. Donc ça veut dire que je peux utiliser la formule nombre de cas favorables sur nombre de cas total. Et qu'est-ce que j'ai? Le nombre de cas total, c'est quoi? C'est le choix des n individus parmi les grands n. L'ordre n'est pas important, hein, c'est juste les n individus qui m'intéressent. Puis je répète pas, je prends pas 2 fois le même individu. Et le nombre de cas favorables, eh bien je veux k individus parmi les grands m individus de type 1, et je veux n-k individus de type 2 parmi les grands n moins grand m individus de type 2 dans la population totale. D'où la formule qu'on a là, et qu'on a été capable de trouver avant de faire ce cours. Bon, propriété, l'espérance, la variance. Alors, je ne vais pas les démontrer ici. D'ailleurs, pour la variance, je ne vous demande même pas de connaître la formule, hein, elle est beaucoup trop compliquée ici. Mais voilà, l'espérance, si on regarde, on a quoi? On a petit n, la taille de l'échantillon, fois la proportion des individus de type 1. En gros, la proportion des individus de type 1, ça correspond à la probabilité que j'ai qu'un individu pris au hasard soit de type 1. Donc je multiplie ça par le nombre d'individus que j'ai tirés au sort. Ça paraît assez logique. Mais je ne le démontre pas ici. Allez, faisons un tout petit exemple. À un guichet SNCF, il se présente 2 femmes et 3 hommes. Et on choisit au hasard 2 personnes différentes pour une enquête. Donc là, ma population totale, eh bien, ce sont mes 5 individus. Mon type 1, alors, on note grand X le nombre de femmes choisies. Donc mon type 1, c'est les femmes. Si on n'avait rien dit, ou si on avait eu le choix, on aurait pu choisir, hein, le type 1, ce sont les hommes. Ça, c'est pas un souci. Mais là, on nous dit, c'est le nombre de femmes choisies. Donc type 1, les femmes, type 2, les hommes. Et puis, on prend un échantillon et on va très clairement, hein, grand X, compter le nombre de femmes dans l'échantillon. Donc X suit une loi hypergéométrique. Deux paramètres. Alors, premièrement, il nous faut la taille de la population totale. 5. Ensuite, il nous faut la taille de l'échantillon. On a dit on prend 2 personnes différentes. Et enfin, il nous faut le nombre d'individus de type 1. Les individus de type 1 sont les femmes. Combien j'ai de femmes? J'ai 2 femmes. Et donc, la probabilité, par exemple, pour que au moins une femme soit choisie, eh bien, au moins une femme, c'est P de X plus grand ou égal à 1. Alors ici, on a le choix, hein. On a 2 femmes en tout, donc P de X plus grand ou égal à 1, je peux faire P de X égale 1 plus P de X égale 2. Hein, grand X ne peut pas prendre
la valeur 3, déjà parce que j'ai pris 2 personnes dans mon échantillon et que de toute façon il y a 2 femmes, ou bien je fais 1 moins P de X égale 0. Les deux sont faisables. Bon, le premier est peut-être un tout petit peu plus compliqué que le deuxième. Je vais prendre la deuxième formule. P de X est égal à 0. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, j'ai... Alors, je me rappelle la formule, hein. Donc, je prends 2 individus parmi les 5. Je prends 0 femme parmi les 2 femmes. Et je prends donc 2 hommes parmi les 3 hommes. On fait le calcul, on trouve ici 7 dixièmes. Là, bien évidemment, c'est un exemple très très simple. Mais vous voyez que forcément, quand je tire un premier individu, eh bien, j'ai totalement bouleversé les probabilités. Je ne pourrais pas du tout dire que c'est identique et indépendant. Pas du tout le cas ici. Bon, je vous ai tracé aussi quelques représentations graphiques pour la loi hypergéométrique. Alors, remarquez que les échelles ne sont pas les mêmes. Alors, ce qui est compliqué avec cette loi hypergéométrique, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres, il y en a 3 cette fois, donc c'est plus difficile que précédemment de vous montrer vraiment comment interviennent ces différents paramètres. Allez, la dernière loi, la loi de Poisson, en tout cas la dernière loi qu'on va voir ensemble. Alors, la loi de Poisson, ça va être très différent de ce qu'on a fait jusque-là, puisque quand on regarde ce qu'on a fait pour la loi de Bernoulli, la loi binomiale, la loi géométrique, la loi de Pascal et la loi hypergéométrique, je suis partie d'une situation, d'une expérience, et puis je suis arrivée à vous dire, bon ben voilà, on fait telle expérience, on regarde ça, on prend la variable aléatoire qui correspond à ça, et on a défini les lois. Là, pour la loi de Poisson, je ne vais pas faire ça du tout. Je vais vous donner tout de suite les probabilités. Donc, une variable aléatoire grand X suit une loi de Poisson. Alors, on note P, tout à l'heure je vous ai dit faites attention, Pascal c'est PA, oui parce que si vous mettez que P, c'est la loi de Poisson. Deux paramètres lambda, alors lambda c'est un nombre réel, par contre il est strictement positif, d'accord, donc c'est pas forcément un entier. Si c'est une variable à valeur entière, c'est-à-dire que grand X va prendre comme valeur tous les entiers, y compris 0 d'ailleurs, jusqu'à l'infini, et sa probabilité, elle est donnée par P de x égale k, c'est exponentielle de moins lambda fois lambda k divisé par k factoriel. Donc formule à connaître, à savoir, puisque, a priori, on n'aura pas de moyen de la démontrer. En tout cas, pas pour le moment. Je vous le redirai quand on sera dans le chapitre 7, mais il ne faudra absolument pas confondre cette loi de Poisson avec la loi exponentielle. Les formules se ressemblent beaucoup, mais ce ne sont absolument pas les mêmes. Notamment, l'espérance sera pas du tout la même. Alors l'espérance pour la loi de Poisson, c'est lambda, et la variance, c'est lambda aussi. Alors l'espérance, on peut la démontrer, c'est pas si compliqué que ça, mais tout repose sur le fait que exponentielle de lambda, c'est égal à la somme de k égale 0 à plus l'infini de lambda k divisé par k factoriel. C'est ce qu'on appelle en fait le développement en série entière de l'exponentielle. Donc on voit qu'on a une somme infinie. On a vu en analyse le développement limité de l'exponentielle, donc on avait le même début, et puis après on mettait un petit o ou un plus x epsilon, enfin x puissance n epsilon de x. Bon, ici, si je prends mon exponentielle, mon espérance plutôt, eh bien on voit que, allez, je vais commencer, l'espérance de x, c'est quoi? Eh bien c'est la somme, pour k qui va de 0 jusqu'à plus l'infini, toutes les valeurs prises par grand X, de quoi? Eh bien des k fois les p de x égale k, c'est-à-dire e de moins lambda, lambda k sur k factoriel. Alors, je peux ici mettre le exponentiel en dehors de la somme de k égale 0 à plus l'infini. Mon k avec mon k factoriel va se simplifier, il me reste lambda k sur k-1 factoriel. J'ai presque la formule que j'avais là sur le côté. Alors, bon, j'ai pas mis
Oui, j'aurais dû mettre ici plutôt k égale 1, hein, puisque le k égale 0, vous voyez bien que j'ai 0 fois 1 sur 0 factoriel, donc j'ai 0. Donc plutôt k égale 1, ça évitera de diviser par moins 1 factoriel. On n'a pas défini moins 1 factoriel, mais vous voyez que si je mets 1, j'ai rien changé. Bon, là j'ai presque ma formule de l'exponentielle. Simplement, j'ai pas la même puissance de lambda avec la factorielle qui est en bas. Mais si je sors un lambda de ma somme, vous voyez que j'ai la même puissance en haut avec le truc en bas. En faisant un tout petit changement de variable, je vais pouvoir dire que j'ai k allant de 0 jusqu'à plus l'infini, et donc mettre k et k factoriel. Et ça, c'est très exactement donc exponentielle lambda. Je vais avoir exponentielle moins lambda fois exponentielle lambda fois lambda. Il me reste juste le lambda. D'où le résultat qu'on a vu. La variance, je ne vais même pas essayer de le démontrer ici. Alors, cette loi de Poisson, je vous ai dit ici, je vous la définis uniquement en vous donnant les probas. On la trouve quand? Bien, on la trouve quand on s'intéresse au nombre de réalisations d'un événement de probabilité petite, donc ce qu'on va appeler un événement rare, au milieu d'un grand nombre d'épreuves indépendantes. Et donc, on verra... alors, par exemple, elle a été longtemps utilisée pour estimer les suicides d'enfants et les morts dans l'armée par coup de pied de cheval, par exemple. Ça remonte à vieux parce qu'il n'y a plus beaucoup de cheval aujourd'hui dans l'armée, il en reste un petit peu, mais pas beaucoup. Mais voilà, elle était utilisée dans ces cas-là, donc vous voyez, normalement c'est des événements assez rares hein, quand même. Cette loi-là, on verra dans le chapitre 9, qu'en fait, on va la définir comme étant une approximation de la loi binomiale. Mais bon, pour le moment, on n'a pas encore cette notion d'approximation, donc je vous la définis ainsi. Et donc, ça veut dire que dans les exercices, pour le moment, je vais à chaque fois vous dire on a une loi de Poisson et vous donner soit le paramètre, soit de quoi retrouver ce paramètre. Quand on sera dans le chapitre 9, ce sera à vous de savoir qu'on a la loi binomiale et que cette loi binomiale, on peut l'approcher par la loi de Poisson. Allez, un petit exemple. Alors, on vous dit, donc, dans un hôpital parisien, il arrive en moyenne 1,25 personnes à la minute aux urgences entre 9h et midi. On définit grand X, la variable aléatoire qui compte le nombre de personnes qui arrivent à la minute à l'entrée de ce service, et on admet que grand X suit la loi de Poisson de paramètre 1,25. Donc vous voyez, là, c'est l'énoncé qui vous dit c'est la loi de Poisson. Alors, la probabilité pour qu'en une minute, il arrive 2 personnes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est P de X, je vais remettre en bleu, ce sera mieux, P de X égale 2. Ben, j'ai plus qu'à appliquer les formules, donc on a dit exponentielle de moins lambda, donc exponentielle de moins 1,5, fois lambda puissance k, donc 1,25 au carré, divisé par k factoriel, c'est-à-dire divisé par 2 factoriel. Si on peut faire le calcul, on trouve à peu près 0,2238. Regardons le suivant, la probabilité pour qu'en une minute, il arrive 4 personnes au plus. Alors, 4 personnes au plus, ça veut dire qu'on cherche P de X plus petit ou égal à 4. Alors, P de X plus petit ou égal à 4, c'est P de X égale 0, plus P de X égale 1, plus P de X égale 2, plus P de X égale 3, plus P de X égale 4. Et là, j'ai pas beaucoup de choix, parce que si je veux faire 1 moins, j'ai 1 moins P de X plus grand ou égal à 5, sauf que je vais aller de 5 jusqu'à plus l'infini, donc c'est encore pire. Alors, dans chacune de ces probabilités, je vais avoir un exponentiel de moins 1,25, pardon. Et puis je vais avoir un certain nombre de termes, donc pour P de X égale 0, j'ai 1,25 puissance 0 qui fait 1, divisé par 0 factoriel qui fait 1. Pour 1, je vais avoir 1,25 puissance 1 divisé par 1. Ensuite, je vais avoir le 1,25 puissance 2 divisé par 2 factoriel, c'est-à-dire 2. 1,25 puissance 3 divisé par 3 factoriel qui fait 6. Et 1,25 puissance 4 divisé par 4 factoriel qui fait 24.
Bon, quand on fait le calcul, on trouve à peu près 0,9909. Et puis, si je veux la probabilité pour qu'en 1 minute, il arrive, pardon, 3 personnes au moins, eh bien je veux P de X plus grand ou égal à 3. Et là, je vais faire 1 moins P de X plus petit ou égal à 2. Je vais faire exactement comme j'ai fait juste avant. Et donc, on trouve 1 moins exponentielle de moins 1,25, facteur de 1 plus 1,25, plus 1,25 carré sur 2. Et quand je fais le calcul, je trouve à peu près 0,1315. Bien. Et bien, pour terminer, je vous ai tracé ici un certain nombre de représentations graphiques pour la loi de Poisson. Alors, vous voyez ici, je redis, le paramètre n'est pas forcément un entier. Je peux très bien prendre pour paramètre 0,5. Et puis voilà. Alors, on voit, on retrouve, on a dit, l'espérance, c'est lambda, c'est le paramètre. Donc, vous voyez que là, par exemple, quand j'ai l'espérance qui vaut 5, eh bien oui, c'est autour de 5 que j'ai les plus grandes probabilités. Ici, j'ai 7, c'est autour de 7 que j'ai les plus grandes probabilités aussi. Et puis vous voyez qu'on retrouve des formes de représentation graphique qui ressemblent un petit peu à ce qu'on avait dans la loi binomiale. À nouveau, on reverra ça dans le chapitre 9. Voilà qui conclut ce chapitre.